Bonjour et bienvenue à l'Autojournal pour notre rendez-vous avec les décideurs de l'auto. L'automobile, c'est toute une galaxie d'entreprises. Il y a les grands constructeurs que nous connaissons tous, mais c'est aussi une myriade d'acteurs, parfois moins connus du grand public, des petits ou des géants, qui collaborent pour constituer cet énorme écosystème. À l'Autojournal, nous avons souhaité donner la parole à leurs dirigeants pour qu'ils nous expliquent de l'intérieur les enjeux et les défis du moment. Et Dieu sait qu'en ce moment, les défis ne manquent pas dans l'univers de l'automobile. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir le directeur de l'innovation de Michelin. Bonjour Cyril Roget. Bonjour Jean-Éric. Pas besoin de présenter Michelin, qui est l'une des marques les plus connues et les mieux identifiées dans le monde, mais peut-être que vous pouvez nous donner quelques mots sur comment va Michelin aujourd'hui en cette fin d'année 2023. Alors écoutez, les ventes qui ont été publiées pour le troisième trimestre sont très bonnes. Le chiffre d'affaires est en hausse. Et puis, dans cette contribution, on était à peu près un peu plus de 21 milliards d'euros de chiffre d'affaires. On a une augmentation à peu près de 420 milliards et un tiers provient à peu près des activités hors pneus, puisque vous savez que Michelin, c'est le pneu, mais c'est aussi des guides, des services de mobilité, et puis surtout des activités dans les polymères, dans ce qu'on appelle l'activité hors pneu, qui contribue à peu près aujourd'hui à un tiers de la croissance au troisième trimestre. Donc le groupe va bien. Un tiers, c'est beaucoup, parce que dans le passé, de mémoire, les pneus, c'était 95% à peu près de l'activité de Michelin. Oui, alors tout à fait, on a présenté une feuille de route, notre stratégie 2030, qui vise à ce que 27% de notre chiffre d'affaires à l'avenir, en 2030, soit représenté par les activités hors pneus. Très bien. On va quand même revenir sur les pneus, oui. Et on va revenir sur une actualité du moment. J'ai lu que Michelin visait à devenir le leader mondial du pneu connecté. Alors aujourd'hui, tout est connecté, la machine à laver, la télévision. Qu'est-ce que c'est qu'un pneu connecté et à quoi ça sert ? Alors un pneu connecté, d'abord, c'est pas nouveau chez Michelin. On a commencé, nous, en 2007, vous voyez, par les pneus génie civil, les gros pneus qu'on mettait sur les engins miniers, a commencé à mettre des puces à l'intérieur pour identifier les pressions, les températures. Aujourd'hui, ces systèmes-là, ils sont même capables de donner les accélérations, leur position géographique. Et donc l'idée, c'est de faire discuter le pneu avec le véhicule, en lui donnant son identification, c'est-à-dire quelle gamme, quelle dimension, etc. Et puis donner des informations sur la charge, sur la pression dans le pneu, et ce qui permettra ensuite d'optimiser finalement l'usage du pneu. D'abord parce que effectivement les pressions c'est un élément important de sécurité, mais c'est aussi un élément de performance du pneu et de votre voiture. Parce que si votre pneu est dégonflé, vous allez consommer plus. Donc d'énergie ou d'essence si c'est un véhicule thermique, mais d'énergie si c'est un véhicule électrique. Donc tout ça, c'est un ensemble de data qui vont nous permettre de ensuite faire une meilleure recommandation aux clients qui souvent ne connaissent pas beaucoup le pneu. Alors, on avait les capteurs de pression, ça existe depuis un certain temps, c'est même obligatoire maintenant, je crois. Là, on a quand même un champ de données qui est beaucoup plus large. Quelque part, l'utilisateur, il peut avoir l'impression d'être fliqué soit par le constructeur, puisque j'imagine que le pneu communique avec la voiture, soit par le manufacturier de pneus, qui va lui expliquer qu'il faut absolument qu'il remplace par des Michelin, parce que son usage fait que. Alors le but, c'est surtout de comprendre l'usage en fait et d'aider les gens. C'est de leur rendre un service. Vous savez que l'idée, c'est pas de fliquer les gens, c'est vraiment d'acquérir de la data pour les aider à prendre la meilleure décision possible. Si vous conduisez tout le temps en ville, par exemple, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un pilote sport, par exemple, sur votre voiture. Donc l'idée, c'est d'avoir l'ensemble des données. Alors une partie des données, en plus, sera mise dans une base, ce qu'on appelle tierce partie, qui sera complètement anonymisée, qui permettra ensuite d'acquérir des datas, par exemple, sur des usages moyens, des choses comme ça qu'on pourra acheter ensuite. Donc il y a des données qui seront complètement anonymisées. Mais ensuite, pour les gens qui le veulent, on pourra leur donner un service qui sera lié à l'utilisation de cette data. Et c'est pour ça que Michelin, aujourd'hui, se positionne comme en ayant l'ambition d'être leader dans ce domaine, par la première monte, mais aussi derrière au remplacement. D'accord. Donc ça reste quand même une option pour le client de donner accès à ces données ou pas. Voilà, exactement. Voilà. Bon, ce ne sera pas automatique. C'est quelque chose de rassurant. Ouais. Et pour le coup, le champ des possibilités d'analyse via le pneu, il a l'air extrêmement large. Oui, parce qu'en fait, un pneu, ça capte beaucoup d'informations. Par exemple, le rayon de roulement peut permettre de savoir quelle est la charge sur le pneu. On peut savoir la résistance au roulement du pneu, son niveau d'usure. Et tout ça, ça permettrait, par exemple, de donner une bien meilleure idée de l'autonomie restante sur un véhicule électrique
que les calculs qui sont faits, qui sont assez standards aujourd'hui dans le véhicule. Donc là, on aurait vraiment quelque chose qui est très personnalisé, qui correspond à ce que l'utilisateur est en train de vivre en ce moment. C'est la façon dont il conduit, mais aussi le pneu qu'il a, dans quel état il est, à quelle pression. Et ça va lui dire, vous pouvez faire tant de kilomètres ou pas. Et ça, c'est un service aujourd'hui qu'on ne peut pas donner si on n'a pas ces datas-là. En dehors du fait que vous allez apprendre aussi, on peut imaginer, de toutes ces datas collectées, vous allez apprendre effectivement de l'usage de vos pneus, même si vous faites des tests depuis, pas des siècles, mais des années. Mais en termes de finesse d'usage, est-ce que par exemple, en fonction de la température révélée du pneu par le capteur, peut y avoir une modification de la logique de l'ESP par exemple? Alors c'est l'idée, c'est que derrière, en plus, en fonction si vous avez un pneu summer, enfin un pneu d'été ou un pneu all season ou un pneu hiver, en fonction de la température qu'il fait à l'extérieur, on pourrait aussi adapter par exemple les distances de freinage automatique qui sont dans certains véhicules aujourd'hui, qui permettraient d'avoir vraiment quelque chose qui est optimisé par rapport à l'état du pneu. Donc on améliorerait la sécurité avec ces systèmes-là. Très bien. On va passer à un autre grand sujet du moment, l'environnement. Oui. Ça, pour un géant industriel comme Michelin, c'est évidemment une question qui est devenue centrale ces dernières années. Concrètement, dans la vie de l'entreprise, ça change quoi au quotidien? Ça change quoi dans les investissements? Ça change quoi dans la façon dont les gens travaillent dans l'entreprise? Alors là aussi, je vais peut-être un peu vous décevoir, mais ce n'est pas nouveau, parce qu'en fait, ça fait quand même plus de 30 ans qu'on travaille sur des solutions. Par exemple, Michelin a été le premier groupe à introduire des pneus silice, ce qu'on appelait les pneus verts, dans les années 90. Et ces pneus-là permettaient déjà une diminution de la consommation des véhicules et la réduction des émissions de CO2. C'est quelque chose qui est passé dans la réglementation, l'efficacité énergétique des pneus en 2012, avec les labels européens. Donc ce n'est pas nouveau pour nous. Alors ce qu'on fait par contre, ce qui est nouveau, c'est qu'en fait, on s'est aperçu que le système il est assez complexe, c'est-à-dire en fait comment on peut travailler dans un domaine, mettre plus de matériaux recyclés ou plus de matériaux biosourcés par exemple, sans pénaliser d'autres performances. Et ça, il nous fallait une méthode. Et la méthode qu'on utilise aujourd'hui s'appelle l'analyse de cycle de vie. Ça permet d'évaluer finalement l'impact environnemental d'un pneu à toutes les étapes de son cycle de vie, depuis l'extraction des matières premières, en passant par la fabrication, la logistique, l'usage sur un véhicule et la fin de vie. Et quand on fait ce calcul-là, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on déploie. Alors ça, c'est nouveau. On le déploie sur toutes nos gammes. Donc même des pneus moto, des pneus bien sûr de voiture, de poids lourds, d'avion, sont aujourd'hui, on va dire, éco-designés grâce à l'outil d'ACV, enfin en s'aidant de l'outil d'ACV, d'analyse de cycle de vie. Et quand on fait ce calcul, on s'aperçoit aujourd'hui que 80% de l'impact est produit pendant que le pneu est sur un véhicule. Donc pendant que vous l'utilisez finalement. Et c'est pour ça que c'est très important de se rendre compte que le bon pneu peut changer aussi l'impact que vous avez lorsque vous conduisez votre voiture en termes d'impact environnemental. Alors le premier levier, c'est la résistance au roulement, c'est l'efficacité énergétique des pneus, parce que ça contribue, un pneu contribue à peu près à 1 plein sur 5, c'est pas rien, dans la consommation d'un véhicule. C'est la même chose pour un véhicule électrique. Les gens se disent, bon, j'ai un véhicule électrique, ça ne sert plus à rien. Ben non, parce qu'en fait, ça consomme aussi de l'énergie sur un véhicule électrique, et ça joue même deux fois, puisque quand vous faites du freinage régénératif, vous avez une partie de l'énergie qui, théoriquement, doit repartir dans la batterie, une partie est absorbée au passage par les pneus. Donc ça, c'est important, c'est l'efficacité énergétique des pneus. Le deuxième paramètre, c'est la longévité des pneus. Un pneu plus durable, c'est un pneu qui dure, forcément. Donc un pneu qui fait 40 000 km, il aura moins d'impact sur l'environnement qu'un pneu qui en fait que 20 000. Et ça, c'est important. Et ça fait partie de l'ADN du groupe Michelin de concevoir des pneus qui durent plus longtemps. Et ça fait d'ailleurs partie des raisons pour lesquelles les gens les achètent. Et puis le troisième, c'est les émissions de particules. C'est un domaine qui n'est pas très nouveau pour nous, mais qui commence à être discuté un peu plus dans les médias. Donc ça, c'est vraiment la partie usage. Ça représente plus de 80% de l'impact du pneu. Donc c'est important. Alors, la question des particules, on a vu que Euro 7 focalisait sur ce sujet-là. Du coup, on peut imaginer qu'une voiture qui va être homologuée avec un certain type de pneus, pour le coup, les émissions liées à ces particules-là ne seront plus les mêmes s'il change de pneu. Est-ce qu'on va contraindre l'utilisateur à garder le pneu d'homologation dans ce cas-là ? Alors, il y aura deux parties dans Euro 7. Il y a une partie qui est la partie réglementation véhicule d'Euro 7, c'est-à-dire comment j'homologue un véhicule Euro 7, effectivement, avec une partie des pneus dessus, bien sûr. Mais ça veut dire que si vous changez vos pneus, théoriquement, s'il n'y avait pas une partie pneus, vous perdriez un avantage. Donc c'est pour ça qu'il y a une deuxième partie, et c'est la première fois d'ailleurs que c'est introduit à ce niveau-là. Dans Euro 7, c'est une partie émission de particules des pneus, qui va être indépendante finalement de la partie émission des véhicules.
Et quand on va avoir une réglementation donc, sur laquelle les manufacturiers de pneus ont travaillé ensemble pour définir une méthode standard de test, comment on mesure les émissions de particules par kilomètre. Donc aujourd'hui, on a convergé sur cette méthode. Il va y avoir ce qu'on appelle un market assessment, c'est-à-dire en fait, le marché aujourd'hui, il vaut quoi? Entre les meilleurs et les moins bons, c'est quoi la dispersion du marché? Et puis ensuite, il y aura donc la réglementation qui va arriver. Donc pour l'instant, on pense que ce sera probablement 2027 pour les nouveaux pneus et 2029 pour tous les pneus du marché. Voilà. Ce qui garantira effectivement avec un seuil de performance minimum que tous les pneus qui seront sur le marché auront une performance minimum d'émissions de particules. Alors justement, ce sujet de la comparaison et du spectre des différents manufacturiers, qui ne sont pas tous vous, tout le monde, partout aujourd'hui, dans l'univers des pneus, enfin quasiment, prétend qu'ils lavent plus vert que vert. Vous parliez de votre analyse de cycle de vie. Est-ce que, pour le coup, elle est normalisée pour tout le monde? Est-ce qu'il est possible de comparer la performance environnementale des différents pneus ou des différentes entreprises de pneumatiques? Alors, pour l'instant, il n'y a pas de méthode standardisée. Alors, nous, pour faire notre calcul d'ACV, on utilise donc la méthode européenne, qui s'appelle le PEF, qui est une méthode, celle-ci, normalisée avec 16 critères. Bon, elle a encore, certains critiquent encore la méthode, mais elle a le mérite d'exister. En fait, ce qui n'est pas normalisé aujourd'hui, c'est on voit beaucoup d'annonces de manufacturiers qui disent moi j'ai un pneu avec 75% de matériaux durables à l'intérieur, ou 90%. Et puis d'autres, ils disent, comme nous, bon, 45 ou 58. Donc vous avez des chiffres très différents. Simplement parce qu'il n'y a pas de méthode. Aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui a expliqué ce que c'était qu'un matériau durable. Donc nous, on a pris une définition qui est assez stricte. On a dit que c'est des matériaux biosourcés, donc renouvelables à l'échelle humaine. Donc par exemple, la silice qui vient du sable, elle n'est pas renouvelable à l'échelle humaine, hein, c'est de l'érosion de roche, donc ça ne se renouvelle pas en 40 ans. Donc nous, on a dit biosourcés renouvelables à l'échelle humaine ou des matériaux recyclés issus d'un produit qui a été mis au déchet après avoir vu un consommateur. Mais il n'y a pas de définition aujourd'hui converger pour tout le monde. Ouais. Donc effectivement, on voit des chiffres très différents. Bon, ça c'est d'un point de vue concurrentiel, ça peut être compliqué. Mais on y travaille avec tous nos concurrents au sein du Tire Industry Project. Même ceux qui disent qu'ils ont 90% de recyclables dans leurs pneus sont d'accord pour discuter de la méthode. On discute de, voilà, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit un matériau renouvelable et recyclé. Voilà. Parfait. Dernier sujet très rapidement. On est la deuxième année d'application de la loi dite loi montagne, qui oblige les utilisateurs de certaines régions à avoir des pneus spécifiques. Concrètement, c'est quoi la différence entre un pneu toute saison et un pneu hiver? Et est-ce que ce pneu hiver, on peut l'utiliser plus que quand il neige? Un pneu hiver, c'est un pneu qui correspond à une définition très particulière, parce qu'il a un marquage, hein, si vous regardez sur votre pneu hiver. Donc là, pour le coup, c'est pas comme pour l'écologie. Là, voilà. Il y a des normes très strictes. Il y a une norme très stricte qui est basée sur un test, en plus. Hein. Vous devez avoir une certaine performance de traction ou de freinage sur la neige pour pouvoir marquer votre pneu avec le fameux 3 PMSF, donc le petit flocon dans la montagne. Aujourd'hui, donc, un pneu hiver qui va être acceptable pour la loi montagne, c'est un pneu qui a ce marquage. Alors nous, on a chez Michelin une gamme 4 saisons qui a aussi ce marquage. Donc c'est un pneu finalement été qui est homologué aussi en conditions hiver, ce qui vous permet de rouler toute l'année avec un pneu qui est très bon l'été, mais aussi qui sera performant l'hiver, puisqu'il a ce marquage-là. Alors pourquoi c'est intéressant? C'est qu'en fait, ça vous permet de rouler toute l'année avec un pneu qui, lorsqu'il va commencer à neiger, aura quand même des capacités de freinage, d'accélération et de virage suffisantes pour vous amener dans des bonnes conditions de sécurité chez vous, si vous habitez proche de la montagne, etc. Alors, on recommande toujours, bien sûr, quand vous avez vraiment des conditions hivernales sévères, de prendre un vrai pneu hiver, donc de type Michelin, Alpin, je ne veux pas faire de la publicité, mais ce sont ces gammes-là, ce sont des vraies gammes hiver qui sont caractérisées souvent par la présence de beaucoup plus de lamelles et qui ont des gommes encore différentes. D'accord, voilà. Donc il y a une gamme Cross Climate. Voilà. Qui fait toute l'année, mais qui est homologué pour l'hiver, qui fonctionne, mais vous avez du vrai rude hivernal, voilà, montagnard, pour les cas d'usage intensif dans ces conditions-là. Voilà. Et ça a amené une vraie transformation du marché 4 saisons en Europe, puisque finalement, avant, le marché 4 saisons était plutôt occupé par des tiers 2, des tiers 3. Donc c'était souvent des pneus qui étaient des pas très bons compromis. L'arrivée de premium comme Michelin sur le marché du 4 saisons a amené vraiment de l'innovation technologique, et ce qui fait que le marché en fait, a été multiplié par 3 en l'espace de 5 ans en Europe, dans le marché du 4 saisons. Voilà, c'est parfait. Eh bien, écoutez, Cyril Roger, merci beaucoup pour toutes ces explications, et à bientôt avec l'Autojournal pour un nouveau rendez-vous avec les décideurs de l'auto.